Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans ça sous télévision nationale d'Haïti. Parole là, aujourd'hui, c'est pour francophonie. Et c'est pas ça qui regroupé un pays qui parle français. On va très certainement regarder l'autre aspect, parce que francophonie, pas seulement ça. D'ailleurs, 20 mars, c'est pour le jubilé d'or, Organisation internationale francophonie. Pour nous faire échanger ça, nous gagnons avec nous sur le plateau, personnalité bien indiquée. C'est d'ailleurs directeur bureau régional pour pays Caraïbes et Amérique latine, BRECAL, M. Emmanuel Adjovi, qui a accepté de répondre aux questions télévision nationale d'Haïti. Et là, on va parler francophonie ce matin, à mise au point. M. Adjovi, bonjour, merci de répondre à l'invitation de la TNH. Merci de m'avoir invité, M. Lindor. C'est un très grand plaisir pour moi d'être ici et je voudrais dire bonjour, bonsoir aux téléspectateurs. Emmanuel Adjovi, ça fait longtemps que vous êtes en Haïti? Oui, je suis venu en Haïti au mois de mai 2018, donc je suis déjà là depuis 1 an, 10 mois pratiquement, et je dois dire que j'ai eu mon baptême de feu avec les événements de juillet 2018, et je suis bien en Haïti, et puisque les événements m'ont dit bienvenue en Haïti. Voilà, et votre regard sur le pays? Mon rôle? Votre regard. Le regard sur le pays. Bon, je dois dire que ce n'était pas pour moi une découverte. Haïti, je connaissais Haïti depuis mon enfance. Moi, je suis originaire du Bénin. Et dès lors qu'on dit Bénin et Haïti, il y a des relations historiques, culturelles. Et depuis l'enfance, nous savions que nous avons des frères et sœurs de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, ce n'était pas de ce point de vue une découverte pour moi. Et deuxième chose, c'est que en tant que représentant d'Haïti, je suis venu à plusieurs reprises ici en mission. Et donc, j'ai aussi connu le pays à travers un certain nombre d'ouvrages de grands auteurs haïtiens et aussi de Aimé Césaire. Donc, Haïti, pour moi, cela participe de ma vie. Donc, ce n'était pas une découverte pour moi. Donc, je jette un regard assez posé sur ce pays, malgré les difficultés, il y en a. Il ne faut pas se cacher. C'est pas tout pareil. Hein? Pas partout pareil. Il y a quand même des choses en Haïti qui pourraient aller mieux. Il faut sortir de la langue de bois pour dire que, effectivement, sur le plan mondial. À chacun son lot quand même. Oui, il y a des contestations de l'ordre international. Il y a les réactions des peuples par rapport à ce qui se passe dans le monde. Mais il y a aussi en Haïti une dose haïtienne dont il faut tenir compte. Donc, il faut regarder ça sereinement et apporter des solutions. Ce n'est pas à moi d'apporter les solutions, je veux parler des Haïtiens, d'apporter les solutions aux problèmes qui se posent et de regarder l'intérêt général, parce que cela est fondamental. Et je donnais hier l'exemple à un ami que j'ai rencontré pour dire, mais regardez du côté de la France où aujourd'hui il y a une contestation, j'allais dire une contestation des gilets jaunes et il y a le débat sur la retraite. Mais dès lors qu'il s'agit du coronavirus, toute la classe politique a dit on ne fait pas de polémique sur ça. C'est une sorte d'union nationale pour faire face à cela. Donc je crois qu'en Haïti, on a besoin aussi des sujets d'union nationale pour dire ça c'est Haïti qui est concerné et il ne s'agit pas de faire de polémique. On ne peut pas faire de polémique autour de tout lorsqu'il s'agit de la nation. Vous prenez dans ce cas le sens du bien commun. Absolument. Pour toute société, pour toute communauté, pour faire une communauté nationale, il faut avoir un regard tourné vers le bien commun, vers l'intérêt général. Et dès lors qu'on est préoccupé de l'intérêt général, de ce qui permet à tout le monde de vivre, de respirer, d'avoir de l'oxygène, eh bien, on arrive à avoir le vivre ensemble et on permet de mettre en place les conditions de la prospérité du pays. Le vivre ensemble qui est fragile chez nous. Hein? Absolument fragile, très très fragile. Et cela appelle de la part de tout le monde des efforts pour pouvoir améliorer cela. Des efforts à quel niveau à votre avis? Je pense déjà des efforts au niveau de la classe politique pour pouvoir chercher en commun ce qui permet de déterminer Haïti, ce qui fait la force d'Haïti, ce qui permet à ce pays d'être un pays respectable dans le concert de la nation.
du monde, dans le concert mondial. Et lorsque on se tourne vers ce bien commun, en tout cas on a l'esprit de ce bien commun, on peut avoir des ententes. Il y a également la nécessité aussi pour les élites économiques de comprendre qu'il y a des difficultés au niveau d'un certain nombre de classes de la société et de contribuer également au partage des richesses, au partage de la prospérité, et ceci permet de créer et de favoriser la cohésion nationale. Bon, la cohésion nationale, c'est pas si facile. Hein? On a tenté plein d'expériences, mais jusqu'ici, c'est pas encore une réalité chez nous. On ne désespère jamais d'un peuple, d'une nation. Et c'est justement au milieu des tourments d'une nation que le leadership se dégage pour tracer les voies de l'avenir. Donc, effectivement, pendant 2 siècles d'indépendance, il y a eu plusieurs expériences qui ont été tentées et autres, et on voit qu'il y a des difficultés. Cela est normal. Il faut regarder aussi les nations occidentales qui ont mis plusieurs siècles, parfois des millénaires, qui sont passés par des guerres de 100 ans, toutes sortes d'aventures douloureuses. Mais à un moment donné, les élites se sont retrouvées pour reprendre les propos de Frantz Fanon, retrouver dans une relative opacité la bonne voie pour pouvoir sortir les pays de la difficulté. Et cela est d'actualité pour Haïti. Une bonne voie qui se fait attendre. Hein? Oui, il ne faut jamais désespérer, comme je le disais. C'est-à-dire, c'est difficile et cela se comprend lorsqu'on prend en compte les conditions historiques d'évolution de ce pays. Cela ne s'est pas fait dans des conditions, j'allais dire, apaisées. Et de ce point de vue, il y a aussi beaucoup d'intérêts qui se sont greffés à tout ce qui se passait dans le monde. Donc, il y a une histoire tumultueuse, une histoire douloureuse par endroits, mais aussi des moments d'espérance, de grande espérance. Et maintenant, on a besoin de plus en plus de leadership pour porter une nouvelle espérance pour Haïti. Et là, vous interpellez les élites, M. Adjovi. Absolument. Les élites, le rôle des élites est essentiel, est fondamental pour un pays. Je parle des élites politiques, des élites économiques, des élites intellectuelles. Ces élites doivent converger pour pouvoir donner un sens à la dignité d'Haïti, un sens à la prospérité d'Haïti, un sens à la respiration d'Haïti. Déjà 1 an 9 mois en Haïti, jusqu'ici c'est une bonne expérience? Moi, c'est toujours une bonne expérience pour moi. Parce que je dis souvent aux gens que je ne suis pas arrivé en Haïti simplement pour des raisons professionnelles. J'ai mon cœur en Haïti. Je vous ai dit que je viens du Bénin. Donc, j'ai une autre relation avec Haïti. Et de ce point de vue, je ne suis pas en Haïti simplement sur le plan intellectuel. Je suis en Haïti aussi sur le plan affectif. Donc, c'est une expérience extraordinaire pour moi. Cela me permet de mieux connaître mes frères et sœurs d'ici, de mieux comprendre leurs difficultés et de voir dans quelle mesure je pourrais modestement apporter ma contribution. Est-ce que je peux dire que vous avez un attachement viscéral à Haïti? Je ne parle pas souvent en termes de viscéral parce que ça peut être perçu d'une façon ou d'une autre, mais j'ai un attachement pour Haïti. Et d'où vient cet attachement? Cet attachement, comme je le disais au début, cet attachement est lié à l'histoire, est lié à la culture et au lien très fort qui existe entre Haïti et l'Afrique. Donc cette relation d'Haïti avec l'Afrique, qui est une relation historique, qui est une relation culturelle et qui nécessite d'être réinventée parce qu'il faut quand même avouer que ces dernières années, ces dernières décennies, les liens se sont relâchés un peu et il faudrait qu'au niveau de l'Afrique, on se rende compte que Haïti est une partie de l'Afrique détachée dans les Caraïbes et dans les Amériques et qu'au niveau d'Haïti, on se rende compte que la racine d'Haïti se trouve en Afrique. Donc, il y a cette nécessité que des deux côtés de l'Atlantique, il y ait un travail de rapprochement mutuel pour pouvoir faire face aux défis de la mondialisation. Le jubilé d'or de la francophonie, c'est pour ce 20 mars 2020. Oui. Avant d'aller plus loin, c'est quoi la francophonie, Manuel Adjovi?
La francophonie peut se définir doublement. Premièrement, il y a la francophonie avec petit f, qui est l'ensemble des locuteurs de la langue française. Donc, ceux qui parlent le français dans le monde représentent la francophonie. Ça, c'est la francophonie avec petit f. La francophonie avec grand F, c'est la francophonie institutionnelle, c'est-à-dire l'organe, l'institution, l'organisation politique qui a été mise en place par la communauté des États qui ont des valeurs partagées, des valeurs qui ont pour socle la langue française et l'humanisme, un humanisme qui se définit en termes de solidarité et de partage. La francophonie, c'est plus de 50 États, non? La francophonie, c'est 88 États et gouvernements membres. C'est-à-dire il y a 54 États membres de plein droit, 7 États membres associés et 27 États observateurs. C'est l'une des grandes organisations dans le monde aujourd'hui. Donc sur le plan de la géopolitique mondiale, la francophonie pèse d'un poids certain. Les valeurs de la francophonie, M. Adjovi. Oui, les valeurs de la francophonie, ce sont les valeurs de l'humanisme, les valeurs des droits de l'homme, la liberté d'expression, je veux dire les droits de l'homme en termes de droits civils et politiques, des droits économiques et sociaux, des droits de la solidarité. Ce sont les valeurs de la démocratie. Les valeurs de la francophonie, ce sont les valeurs de l'état de droit. Les valeurs de la francophonie, ce sont les valeurs de solidarité, de partage. Et c'est pour cela que la francophonie est engagée également pour la coopération. Les valeurs de la francophonie, ce sont les valeurs de l'humanisme. La principale mission de la francophonie? Alors, la francophonie, au terme de la charte de cette organisation, a 4 principales missions et 2 autres missions transversales. La première mission de la francophonie, c'est de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. La deuxième mission de la francophonie est de promouvoir la paix, la démocratie, l'état de droit et les droits de l'homme. La troisième mission est d'appuyer l'éducation et la formation technique et professionnelle. Et la quatrième mission, c'est de promouvoir, de protéger, de contribuer au développement économique et particulièrement au développement durable. Mais les chefs d'État et de gouvernement ont dit que autour de ces 4 missions, il faut prendre en compte une donnée fondamentale et qui constitue aujourd'hui l'une des priorités de notre secrétaire général. C'est la question du numérique qui doit être transversale à l'ensemble de ces missions. Parce que le numérique est aujourd'hui le présent et l'avenir. On ne peut rien envisager, on ne peut avoir aucun objectif, on ne peut atteindre aucun objectif, on ne peut avoir aucun résultat sans prendre en compte la dimension du numérique. Et prendre en compte la dimension du numérique, ça veut dire quoi exactement, concrètement? Alors, cela veut dire que de façon concrète que pour ce qui concerne la francophonie, le numérique doit être au service de la promotion de la langue française. Le numérique doit être au service de l'éducation des jeunes et particulièrement des jeunes filles. Cela veut dire aussi qu'il faut prendre en compte l'entrepreneuriat dans le numérique et faire en sorte que les jeunes, à travers le numérique, acquièrent des capacités d'employabilité qui puissent leur permettre de s'insérer dans le numérique. Et cela veut dire, enfin, pour la francophonie, de faire en sorte que les pays francophones puissent s'insérer dans l'économie numérique mondiale. Et là, déjà, il y a une certaine présence du numérique au niveau des différents pays membres de l'organisation? Oui, mais je crois que lorsque vous visitez les pays africains, par exemple, vous allez vous rendre compte de l'effervescence des jeunes pour le numérique. Parce qu'on oublie que la force de la francophonie est assise sur la jeunesse. Et d'ailleurs, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont décidé que la jeunesse constitue une priorité de notre organisation au même titre que les femmes. Okay. Donc, les jeunes sont très attachés au numérique et on le voit dans les pays francophones où il y a des lieux, un certain nombre de tiers-lieux comme des espaces d'incubateurs et d'autres espaces, d'autres tiers-lieux ou des espaces de travail collaboratif qui se développent
et les jeunes s'investissent davantage dans le développement des start-up, d'un certain nombre d'entreprises dans le domaine du numérique. Donc, il y a une volonté des jeunes de s'approprier le numérique. Et d'ailleurs, on le voit aussi en Haïti. L'année dernière, nous avons organisé un certain nombre d'activités dans le domaine du numérique pour permettre aux jeunes de s'approprier des technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets. On a vu un engouement extraordinaire des jeunes pour ces questions. Donc, le numérique constitue une préoccupation fondamentale et il faut bien se rendre compte que nous sommes en train de changer d'ère. Nous ne sommes plus à l'ère d'Internet. On passe véritablement à la 4e révolution industrielle et qui ferait l'interconnexion entre le physique, le biologique et le numérique. Donc, de ce point de vue, il est important de faire en sorte que les jeunes s'approprient le numérique pour comprendre la grammaire de la modernité. Alors, c'est le numérique au service du développement, c'est le numérique au service de l'entrepreneuriat. C'est les deux. Le numérique au service du développement, par exemple, utiliser le numérique pour permettre à la santé d'être accessible à des populations. Par exemple, lorsque vous avez au Mali, un centre de télémédecine qui permet de soigner des gens à distance. Donc, depuis Bamako, des médecins peuvent faire des diagnostics à des gens qui sont à Koulikoro, à plus de 600 km. Donc, le numérique permet de régler des questions de santé. Le numérique peut être aussi utilisé dans le cadre de l'éducation et cela existe dans l'espace francophone avec ce que certains appellent les MOOC, mais en tout cas des espaces de formation à distance. Donc, le numérique peut être utilisé dans ce sens et au niveau de l'OIF, on a un programme, par exemple, qu'on appelle le programme de formation, l'initiative de formation à distance des maîtres. Et cette initiative, cette plateforme permet de former des maîtres, donc des enseignants du primaire à distance. Donc, le numérique doit être au service du développement de ce point de vue, mais également du point de vue de l'entrepreneuriat, parce que les entrepreneurs doivent intégrer le numérique dans leurs affaires pour pouvoir optimiser un certain nombre de process et obtenir des gains. Et il ne faut quand même pas oublier que le numérique prend de plus en plus de place dans l'économie mondiale. Aujourd'hui, le numérique représente 25 à 27% de l'économie mondiale et cela va monter. De ce point de vue, on a l'obligation de se saisir de la question du numérique et en faire une priorité centrale si l'on veut être dans le monde qui vient. Et Haïti dans tout ça, tenant compte du numérique? Alors, Haïti a encore des progrès à faire dans le domaine du numérique. Il y a des efforts qui ont commencé, même au niveau de l'État, avec l'incubateur de l'État qui est Alpha Haïti. Il y a aussi Bange qui est privé, qui est un espace collaboratif de travail. Il y a Impact aussi. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives, mais tout cela mérite d'être densifié. Cela veut dire qu'il faut de plus en plus de politiques publiques pour permettre aux jeunes de s'approprier le numérique, de comprendre cette modernité du numérique. Et Haïti est à côté des États-Unis et on voit ce que les États-Unis, le numérique offre comme respiration à l'économie américaine. Haïti a intérêt à s'inspirer de cette expérience pour grandir davantage. Il y a des communautés de jeunes, et lorsqu'on prend ISOC par exemple, et Internet Society, ici, il y a ces communautés de jeunes qui se mobilisent pour le numérique dans le pays, pour l'appropriation des technologies du numérique dans le pays. Mais Haïti a besoin de faire plus, et surtout au niveau des hommes d'affaires, pour que le plateau technique du pays s'améliore au vu de la modernité qui se déroule en ce moment et qui va s'accentuer de plus en plus parce qu'avec l'intelligence artificielle, nous allons changer de dimension. Au niveau de la francophonie, on fait de la coopération. Parlez-nous un peu de cette coopération, M. Adjovi. Alors, la coopération de la francophonie est multiple et se développe dans les 4 domaines que j'ai énumérés tantôt. La coopération se déroule dans le domaine de la promotion de la langue française, de la diversité culturelle et linguistique. Par exemple,
dans le cadre de la promotion de la langue française, nous appuyons, par exemple, l'apprentissage du français au niveau des organisations internationales, pour qu'au niveau des organisations internationales, on prenne en compte davantage la langue française. Mais nous travaillons également à l'intérieur des pays, et Haïti en est un exemple. Nous avons par exemple installé en Haïti 16 centres de lecture et d'animation culturelle qu'on appelle les CLAC. Et vous allez à Trou du Nord, vous allez à Saint-Raphaël, à Koto, vous allez à Cabaret, vous allez à Gonaïve, vous allez voir sur le territoire, nous avons installé 16 centres de CLAC, 7 centres de lecture et d'animation culturelle qui sont à la fois des bibliothèques, mais aussi des espaces d'expression culturelle. Eh bien, cela est pour nous un exemple de ce que nous avons fait ces 50 dernières années, qui montre de façon concrète une solidarité de la francophonie à la base, une francophonie de terrain, une francophonie concrète, une francophonie des solutions. Cela a été apporté de façon concrète en termes de coopération. En termes de coopération, vous prenez le cas d'Haïti, où il y a beaucoup de festivals dans le domaine de la culture, et dans la francophonie soutient beaucoup de festivals dans ce pays, festival de théâtre, Quatre Chemins, et nous soutenons également le festival des cultures créoles. Et parce que, je dis et je le maintiens, la francophonie est partisane de la diversité culturelle et linguistique. Donc le plurilinguisme nous préoccupe, et de ce point de vue, nous soutenons le développement et l'enracinement du créole en Haïti. Ça, c'est dans le domaine culturel, et je peux même dire que nous avons dans ce domaine-là également un fonds d'appui à la production cinématographique et à la télévision télévisuelle. Donc, il y a des acteurs haïtiens qui participent à ce fonds, en tout cas participent aux appels à candidature. Je peux vous donner l'exemple de Arnold Antonin. Un certain nombre de ces films, de ces documentaires ont été produits avec l'appui de la francophonie. Le dernier en date, c'est Télémac. Sur Télémac, la francophonie a soutenu cela. Donc, nous soutenons également l'image. Donc, le fonds image de la francophonie soutient ces activités dans le domaine de la culture. Fonds évalué à combien? On évalue le fonds ou... Le fonds. Ah, le fonds, nous avons un fonds de 3 millions d'euros. Et ce n'est pas pour Haïti, les 3 millions d'euros, c'est pour l'espace francophone. Parfait. Je sais la tendance de mes frères à vouloir tout prendre, mais ce n'est pas pour Haïti. C'est pour l'ensemble de la francophonie. C'est un fonds de 3 millions d'euros pour l'ensemble de l'espace francophone. Et il y a des acteurs haïtiens qui connaissent très bien ce fonds, qui participent aux appels à candidature, à projets, et qui certains gagnent, certains ne gagnent pas, c'est la loi du jeu. Donc ça, c'est dans la coopération dans le domaine culturel, pour me limiter à cela. Mais dans le domaine de la paix et de la démocratie, eh bien, nous intervenons dans le domaine des élections. Et les gens du CEP, Conseil électoral provisoire, parce que ce n'est pas encore permanent, connaissent la francophonie. Dès lors qu'il y a des élections, eh bien, nous apportons des appuis. Et notre appui ne se limite pas à l'observation des élections, on ne fait même plus d'observation d'élections. Mais nous travaillons avec les organes de gestion, d'organisation des élections pour renforcer leurs compétences en la matière. Et les journalistes aussi bénéficient de notre coopération. Je ne peux donner ici, ne serait-ce que l'exemple du prix Jeune Journaliste en Haïti, qui est soutenu en Haïti depuis 5 ans et qui permet à des jeunes haïtiens qui gagnent ce prix d'aller faire un stage à l'extérieur. Je crois que l'une de vos consoeurs a bénéficié de ce prix. Rachel Saint-Fort. Rachel Saint-Fort a fait 1 mois à TV5 à Paris grâce à ce prix. Donc nous offrons aux jeunes haïtiens l'ouverture sur l'international pour leur permettre de renforcer leur capacité technique, leur capacité professionnelle. Et nous avons aussi travaillé à la mise en place du code le code d'idéologie en matière électorale ici également. Ça, c'est dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie.
Et dans le domaine de l'économie, on a organisé beaucoup d'activités ici, de séminaires de formation, de séminaires de renforcement de compétences en matière économique, en matière du numérique et autres. Voilà ce que je peux dire très brièvement. Et pour le volet de l'éducation, de l'enseignement supérieur? Alors, dans le cadre du volet de l'éducation et de l'enseignement supérieur, il faut savoir que pour l'enseignement supérieur, nous avons ici une agence universitaire de la francophonie. Et cette agence appuie les universités haïtiennes, en liaison même d'ailleurs avec des universités de la région, comme des universités de Cuba, des universités également de la République dominicaine. Et nous avons à ce niveau un projet pour permettre aux universités de s'approprier du numérique. Et l'agence universitaire de la francophonie travaille avec ces universités pour avoir accès à des fonds, un certain nombre de fonds documentaires, permettre aux universitaires d'accéder à des fonds documentaires sur le plan mondial et d'avoir une bibliothèque numérique et d'accéder à ces bibliothèques numériques sur le plan mondial, de renforcer, d'intégrer davantage le numérique dans le développement des universités. Et de ce point de vue, je trouve que c'est un projet très passionnant. Et l'agence aussi travaille ici pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que l'agence a un partenariat avec la BRH pour pouvoir accompagner quelques jeunes universitaires qui sortent de l'université à s'engager dans l'entrepreneuriat, et il y a un accompagnement pour aider ces jeunes à allier la compétence technique à la connaissance et aux pratiques de l'entrepreneuriat. La francophonie n'intervient pas dans la protection de l'environnement, par exemple? Absolument, et beaucoup même. Beaucoup même. Et je m'interdisais d'en parler très rapidement, mais je vais vous en dire un mot. Allez-y. Et nous intervenons beaucoup dans l'environnement. Il y a des structures ici, des associations ou des ONG dans le domaine de l'environnement qui sont appuyées par la francophonie dans leurs activités. Et nous avons fait une expérience l'année dernière et nous allons dévoiler ça très prochainement. Nous avons installé dans 2 villages d'Haïti de l'énergie solaire qui permettent aujourd'hui d'éclairer un certain nombre de ménages dans les villages. Je ne veux pas dévoiler davantage. Nous attendons le moment pour pouvoir en parler sérieusement. Et là, c'est tu vas pas au Prince ou... Non, non, non. Il y a au sud. Au sud. C'est dans les villages. Ce n'est pas à Port-au-Prince. Nous connaissons très bien la République de Port-au-Prince et nous essayons d'élargir le champ d'Haïti au-delà de la République de Port-au-Prince. Donc, nous avons ce type d'activité. Nous avons soutenu également dans le domaine de développement durable et un processus qui a consisté à former des enseignants pour insérer la question de l'entrepreneuriat dans le système scolaire. Et dans ce cadre, nous avons fait en sorte que le processus est toujours en cours pour que des jeunes dans des collèges et lycées puissent proposer 50 projets dans le domaine de l'environnement. Donc ce processus est actuellement en cours, donc ces jeunes vont développer ces projets et ça va être encadré par un certain nombre d'enseignants. Quelle place occupe Haïti dans ce regroupement de pays francophones? J'allais dire une place de premier plan. Et je ne le dis pas en termes de figure de style. Je vous l'explique. Je crois que les Haïtiens doivent savoir que si aujourd'hui la langue française est parlée à l'ONU, Haïti a joué un rôle important. Les représentants d'Haïti ont pesé de tout leur poids pour que la langue française soit une des langues des Nations Unies, l'une des 6 langues des Nations Unies. Et j'en profite pour rendre un hommage au sénateur Émile Saint-Lô, qui a joué un rôle décisif
dans ce cadre. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que Haïti faisait partie des 21 États et gouvernements qui ont donné naissance à la francophonie le 20 mars 1970 à Niamey. Haïti était au bord du fleuve Niger pour participer à cette naissance de la francophonie à travers la création de l'Agence de coopération culturelle et technique. Et Haïti a participé régulièrement au sommet de la francophonie depuis que ce sommet a été instauré en 1986. Donc, Haïti est toujours au cœur du projet francophone. Et enfin, il ne vous a pas échappé que dans les Caraïbes, Haïti constitue en quelque sorte le porte-drapeau, le porte-étendard de la francophonie. Alors en fait, Haïti abrite le siège du bureau régional de l'Organisation pour les pays de la Caraïbe. Qu'est-ce qui a favorisé ce choix, M. Adjovi? Ce que je disais tantôt illustre parfaitement ce choix. Le rôle important que Haïti a joué dans le développement de la francophonie, la place qu'occupe Haïti au cœur du projet francophone, du mouvement francophone, la place qu'occupe Haïti dans l'espace de la Caraïbe. Haïti est pour nous un pays très important, un pays, j'allais même dire, comme un navire amiral de la francophonie dans les Caraïbes. Et nous avons besoin d'un Haïti plus fort, plus engagé dans le mouvement francophone, et que Haïti parle de plus en plus français et que le français d'Haïti puisse s'étendre, puisse se répandre dans l'espace francophone, puisse se diffuser dans l'espace des Caraïbes. Nous avons besoin d'un Haïti encore plus engagé aux côtés du développement de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique. En fait, est-ce qu'Haïti joue un rôle important dans la prise de décision au niveau de l'organisation? Ah oui, ah oui, ah oui, il faut le savoir pour prendre les décisions, pour voter les budgets, pour adopter les programmes. Haïti est toujours là, la diplomatie haïtienne joue son rôle à fond. Haïti était encore à la dernière réunion des ministres de la francophonie qui s'est déroulée à Monaco. Avant cela, Haïti était en 2005 à Antananarivo, à Madagascar, pour l'adoption de la charte de la francophonie. Donc Haïti prend sa part dans le développement de la francophonie. À un certain moment, Haïti a présidé la commission de coopération. Oui, Haïti a présidé la commission de coopération, mais Haïti a présidé plusieurs commissions au niveau de la francophonie. Même, je peux vous dire que Haïti, lors du sommet de la francophonie à Erevan, en 2018, Haïti assurait la vice-présidence de ce sommet-là. Donc, Haïti est toujours présent dans le mouvement francophone. Haïti apporte sa contribution multiforme au développement de la francophonie institutionnelle. Après le 12 janvier, l'OIF a joué un rôle important, j'imagine. À partir de... Après le 12 janvier 2010, après le séisme dévastateur. Oui, nous avons essayé aussi d'apporter modestement notre contribution multiforme. Parce que c'était un moment douloureux. Et j'en profite pour m'incliner devant la mémoire des victimes de cet événement très douloureux pour ce pays. Et dire qu'au niveau de la francophonie, nous avons pris la mesure de la douleur nationale et nous avons témoigné de notre solidarité à travers un certain nombre d'actions de réhabilitation et aussi de coopération. Et nous avons utilisé la culture comme, j'allais dire, la mature de cette intervention de la francophonie dans plusieurs domaines et pour aider au retour d'un minimum de stabilité. Et ce sont des moments très très compliqués et je parle de ça avec beaucoup de discrétion. Mais en fait, quelles sont les actions, je dirais, concrètes de la francophonie dans le cadre de la reconstruction d'Haïti? Dans le cadre de la reconstruction d'Haïti, je vous ai parlé tantôt
des centres de lecture et d'animation culturelle. Il y a une deuxième série. Il y avait un certain nombre de centres de claques qui étaient créés avant le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, Haïti a bénéficié d'une deuxième série de centres de lecture et d'animation culturelle dans le pays. Il y a un certain nombre d'aides qui ont été apportées au gouvernement, qui sont des aides directes pour que le gouvernement puisse prendre en charge un certain nombre de questions. Ce sont des questions diplomatiques et financières, ce n'est pas le lieu d'étaler ces questions de fond. On a redynamisé, j'imagine, l'Institut français aussi, non? L'Institut français relève de la France, parce qu'il faut séparer la France de la francophonie. La France est un pays membre de la francophonie. Donc, la France fait partie du mouvement francophone, contribue au développement de la francophonie. Mais la France a aussi ses actions de développement, ses actions de coopération. Donc, l'Institut français relève de la France, mais cela n'empêche que la francophonie, à travers son bureau ici, travaille avec l'Institut français sur un certain nombre de projets. Je vous donne l'exemple de l'émission Cause et Culture. Nous y contribuons aux côtés de l'Institut français. Je vous donne le concours de la chanson francophone. Nous y contribuons aux côtés de l'Institut français. Donc, nous travaillons ensemble pour le développement de la langue française et de la diversité culturelle en Haïti. Après le 12 janvier 2010, il y a eu le poids de beaucoup de bourses d'études. Oui, il y a eu des bourses d'études qui ont été données ici et là et qui a continué pendant... Ça fait partie des actions que nous avions menées à l'époque. Mais pour ce qui concerne l'OIF, nous avions donné des bourses dans cette période de façon temporaire. Les bourses sont données de façon régulière par l'Agence universitaire de la francophonie. Et cela continue aujourd'hui. Il y a une coopération entre l'Agence universitaire de la francophonie et aussi d'autres acteurs comme la BRH et autres pour aussi offrir un certain nombre de bourses. Cela continue de façon habituelle, si j'ose dire. Cela dit, la France aussi offre des bourses. Et il y a, je crois, c'est une initiative du député Géry Tardieu qui a permis aussi à la France et le soutien aussi de la BRH d'offrir chaque année des bourses d'études à des jeunes haïtiens. Par rapport à Haïti, Emmanuel Adjovi, quels sont les enjeux de la francophonie sur le plan international? Par rapport à Haïti, les enjeux pour nous, d'abord, ce sont des enjeux de développement de la langue française et des valeurs francophones. Dans cet espace que constituent les Caraïbes et l'Amérique latine, comment faire en sorte que la langue française puisse vivre, puisse avoir un statut de langue qui participe à la science, qui participe à l'économie, qui participe au développement et qui permettent aux jeunes de s'insérer dans la vie active. C'est un enjeu très fort pour nous. Deuxième enjeu également, ce sont des enjeux d'ordre culturel. Ça ne vous a pas échappé que Haïti constitue un pays de créativité culturelle. C'est un pays où il y a une très forte créativité d'artistes, de romanciers, d'auteurs de toutes sortes. Cela mérite d'être valorisé, non seulement en Haïti, mais également à l'international. Et d'ailleurs, il y a de grands auteurs haïtiens qui participent à des jurys de la francophonie pour l'obtention d'un certain nombre de prix littéraires. Et Haïti, de ce point de vue, constitue un vrai enjeu pour nous. Et troisième enjeu, c'est l'enjeu de la solidarité internationale. Et comment faire en sorte que Haïti se reconnaisse sur le plan international et renforce aussi son lien avec l'Afrique de façon à constituer une sorte d'alliance mondiale pour la diversité culturelle et linguistique.
Et là, comment la population haïtienne, je dirais, dans son ensemble, aura-t-elle bénéficié de la présence de l'OIF? Oui, oui. Et je dis 3 fois oui, parce que je reviens toujours à la question d'abord de l'accès à la culture. La question de l'accès à la culture est une question particulièrement importante dans un pays qui a une identité plurielle et une identité plurielle qui ressemble à l'identité de la francophonie. Et cet accès à la culture se manifeste non seulement à travers l'appui aux festivals, aux activités culturelles d'Haïti, cela se manifeste également à travers le développement des centres de lecture et d'animation culturelle à l'intérieur des territoires, parce que nous ne restons pas simplement dans les centres-villes, à l'intérieur, dans les provinces. Nous travaillons également sur ça. Donc, les jeunes haïtiens bénéficient de la culture grâce à la francophonie. Beaucoup de jeunes haïtiens, pas tous les jeunes haïtiens, il faut savoir raison garder, bénéficient parce que les centres ne sont pas partout, il y en a 16, il en faut un peu plus. On a besoin de développer un peu plus de centres de ce point de vue. Et notre souhait aussi à l'avenir, c'est de faire en sorte également que la francophonie puisse contribuer aussi à la formation des maîtres, à la formation des enseignants. Parce que c'est un vrai enjeu dans ce pays où la population augmente, la population des jeunes augmente, donc le besoin de formation devient un défi fondamental et de ce point de vue, il est souhaitable de travailler véritablement la formation de ceux qui sont chargés de former ces jeunes-là, la formation des formateurs. C'est une préoccupation pour Haïti et pour la francophonie. Troisième préoccupation, c'est faire en sorte que Haïti soit inséré dans le développement économique mondial. Et s'insérer dans le développement économique mondial signifie la maîtrise des outils de la modernité. Et le premier instrument de cette modernité, c'est le numérique. Haïti a besoin d'améliorer son plateau technique. Le plateau technique n'est pas aujourd'hui au standard international. Cela veut dire qu'il faut former des jeunes, il faut avoir des compétences techniques de plus en plus affinées dans le domaine du numérique, qui puissent même amener des jeunes haïtiens à rester ici pour travailler à des entreprises à l'international. Il y a du travail à faire, il y a l'école de formation infotronique qui fait très bon travail, c'est une école de très bon niveau. Et il y a d'autres centres aussi qui se développent, mais on en a besoin de plus en plus, en tout cas des centres de très haut niveau pour permettre à ce pays de contribuer à la modernité et faire en sorte que les jeunes puissent s'insérer dans la vie économique et contribuer au développement économique et social. Et combien se chiffre le financement de l'OIF pour Haïti? Et si je me mets à donner des chiffres, si je me mets à vous donner des chiffres, ces chiffres seront toujours relatifs. Et quand on me dit combien ce chiffre, on me pose toute cette question, je dis ce sont des chiffres multiples. Parce que l'apport n'est pas que financier. Il y a un certain nombre d'apports en nature qui sont apportés de part et d'autre. Et ce n'est pas simplement l'OIF qui intervient ici, l'AUF ici intervient ici. Et quand on commence par chiffrer, je pense que ça ne donne pas la réalité de cette intervention et je ne suis pas un partisan du fétichisme des chiffres. Et je suis un partisan de la solidarité concrète, de la solidarité que les gens voient de façon concrète. Si je vous dis, bon voilà, on apporte... On ne peut pas négliger le volet économique. Le volet, je vous ai beaucoup parlé du volet économique, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est déjà la présence. Ce qui est important, c'est la contribution concrète. Et si on se met à dire, je peux vous donner des chiffres,
mais ces chiffres ne servent à rien. Parce qu'en fait, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Hein. Oui, mais si l'argent est l'élément, le seul variable, le seul facteur au centre du village, cela amène les désordres que nous connaissons dans le monde aujourd'hui. Donc moi, j'essaie de dépasser l'argent. Alors, parlez-nous un peu des relations de l'OIF avec les institutions privées du pays. Nous avons plusieurs relations avec les institutions privées et la société civile en général. L'OIF est certes une organisation intergouvernementale, d'accord, mais l'OIF collabore avec des institutions privées, plusieurs associations, des associations de femmes, des associations de jeunes. Nous travaillons avec aussi des acteurs économiques. Et il y a un volet, même si on dit politique, de ce versant économique. Donc, ce travail est varié et vous savez qu'il y a beaucoup d'associations et d'ONG en Haïti, hein, et qui portent un certain nombre de projets. Donc cette coopération se déroule surtout à travers les projets que portent les associations, les projets que portent les ONG. Donc c'est à travers l'appui financier que nous accordons à ces projets que nous contribuons à ces relations. Au fait, la francophonie marche sur deux jambes, oui, institutionnelle et politique. Plus que ça. Puisque quand vous dites institutionnel et politique, les deux peuvent être liés, institutionnel. Il y a, je dirais, que les deux jambes de la francophonie, si je reprenais votre image des jambes, c'est la diplomatie et la politique d'un côté, la coopération de l'autre. 50 ans déjà. Oui. 50 ans d'accomplissement, 50 ans de progrès, 50 ans de succès. Oui, et comme toute institution, il y a des choses extraordinaires qui ont été faites par la francophonie, grâce à la francophonie. Et il y a aussi des difficultés, des choses qu'on n'a pas bien réussi. Hein? Donc, je crois que quand on fait le bilan, il faut s'attarder sur les deux. Il faut penser à ce que nous avons réalisé pendant ces 50 ans. Je signalais les claques en Haïti, mais il y en a dans le monde. Hein? Dans le monde entier, dans plusieurs pays africains, au Vietnam. On a également installé des radios rurales locales dans plusieurs pays. On n'en avait pas installé en Haïti parce qu'il y avait beaucoup de radios dans les pays où il n'y en avait pas. Mais on soutenait des radios ici. Et moi-même, à une époque, j'étais responsable du programme des radios locales en Haïti. En francophonie, je veux dire. Et à Paris. J'étais le responsable des programmes radio locales et j'ai soutenu ici en Haïti plusieurs radios privées et aussi des radios communautaires. Il y avait un regroupement de radios communautaires et que nous soutenions. La MAC. Il y avait la MAC, voilà. Et c'était une structure ici qui était dirigée par Sony Estéus, paix à son âme. Et nous avons beaucoup travaillé avec Sony Estéus. J'ai un grand personnage. Je voudrais lui rendre un hommage et lui souhaiter la paix là où il est. Hommage bien mérité. Oui, à Sony Estéus. Et donc, nous avons soutenu le développement des radios ici. Nous n'avons pas installé ici comme nous l'avons fait ailleurs parce qu'il y a déjà beaucoup de radios, ce n'est pas la peine d'installer, mais de travailler à la formation des hommes des radios, de travailler au développement des programmes. Nous l'avons bien fait ici également. Nous avons aussi, au niveau de la francophonie, mis en place le fonds Image. Le fonds Image qui a permis le développement du cinéma francophone. Des artistes haïtiens en ont bénéficié, j'en ai parlé, et la francophonie a contribué au développement du FESPACO, le festival du cinéma africain. La francophonie a permis aussi la mise en place du marché des arts et des spectacles d'Abidjan,
qui est un grand marché connu par les spécialistes en la matière. Donc, de ce point de vue, la francophonie a fait de vrais accomplissements. La francophonie a contribué aussi à la paix dans le monde et à la démocratie dans le monde. Nous avons accompagné le mouvement de démocratisation dans tous les pays francophones. Et nous avons enregistré des succès. Aujourd'hui, l'une des forces de la francophonie, l'une des valeurs ajoutées de la francophonie, c'est de pouvoir contribuer au dialogue national, de contribuer à la réconciliation nationale. Et vous allez me dire, en Haïti, on a des problèmes de dialogue national, de réconciliation, pourquoi la francophonie n'est pas intervenue? La francophonie a voulu intervenir, mais encore faudrait-il qu'il y ait une volonté nationale d'inviter davantage la francophonie à cela. Donc, nous travaillons avec les acteurs pour que cette volonté s'exprime. Et dès lors que cette volonté va s'exprimer, eh bien, la francophonie peut apporter son soutien à Haïti de ce point de vue. Je vous ai parlé également de l'IFADEM, l'initiative de formation à distance des maîtres. Nous renforçons dans plusieurs pays comme le Bénin, le Burundi, le Sénégal, la Guinée, j'ai cité quelques pays africains, à la formation à distance des maîtres. Et nous avons commencé une expérience en Haïti qui n'a pas abouti pour plusieurs raisons. Et je pense que c'est dans une phase stationnaire en ce moment. Et j'ai espoir que les discussions dans les mois et années à venir nous permettront de remettre ce programme en place au niveau d'Haïti. Alors, vous marquez ce jubilé d'or avec un sentiment de satisfaction? Beaucoup de satisfaction. Même si il y a des choses qu'on a moins bien réussi. On a entrepris un certain nombre d'activités, on a expérimenté des choses qui n'ont pas marché. Mais globalement, je peux dire que nous avons une grande satisfaction et plus que la satisfaction, nous avons une espérance. Nous avons une espérance parce que la francophonie, pour nous, est un projet d'avenir. C'est un enjeu d'avenir. Et c'est d'ailleurs pour cela que notre secrétaire général a décidé que le jubilé d'or doit être marqué du thème de la francophonie de l'avenir. La francophonie de l'avenir, en ce sens que la francophonie est un enjeu d'avenir et que dans les 50 ans à venir, donc nous jetons un regard sur l'avenir, on s'aperçoit que le nombre de francophones va exploser, c'est-à-dire que nous aurons entre 500 et 700 millions de francophones, plus de 700 millions, presque 800 millions de francophones dans le monde d'ici à 50 ans, dont 68%, donc l'immense majorité de jeunes de moins de 30 ans. Cela est un vrai espoir, un grand espoir, mais un immense défi. Défi parce que les jeunes en question auront besoin d'emploi. Ces jeunes auront besoin d'éducation. Ces jeunes auront besoin de s'approprier le numérique. Eh bien, par rapport au projet francophone, il faut répondre à ces défis des jeunes. Et nous travaillons actuellement à la refonte de nos programmes pour commencer par répondre à ces défis des jeunes. Et deuxième chose, en termes d'enjeux qui montrent d'enjeux de francophonie de l'avenir, c'est que la francophonie est une communauté linguistique, mais également un projet politique. Et ce projet politique fondé sur des valeurs doit être repositionné pour répondre aux injustices du monde. Donc la francophonie doit se structurer davantage comme projet politique pour pouvoir exprimer la voix de la francophonie, c'est-à-dire la diversité culturelle et les valeurs de la francophonie, mettre ces valeurs au cœur des agendas internationaux. Parfait. Et là, quels sont les chantiers de l'OIF pour cette quinzaine de la francophonie? La question de... Les chantiers de l'OIF, hein? Les chantiers de l'OIF pour cette quinzaine de la francophonie. Pour cette quinzaine de la francophonie, nous travaillons avec plusieurs acteurs.
d'abord des acteurs nationaux, le ministère des Affaires étrangères et des cultes, le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère du Tourisme et la DNL, la Direction nationale du livre, tous ces acteurs, et le BRH également, et ces acteurs se mettent ensemble avec les chancelleries francophones, les ambassades de France, de la Suisse, du Canada. Et nous avons mis en place un programme pour pouvoir célébrer les 50 ans de la francophonie. Et cela s'est matérialisé à travers la quinzaine de la francophonie. Cette quinzaine sera lancée le lundi prochain, le 9 mars, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et des cultes, dans les bureaux de la francophonie et les bureaux du Brécal à Péguiville. Et ce lancement nous permettra d'aborder une série d'activités en termes d'exposition. Il y aura par exemple un vernissage. Il y a un artiste du Bénin qui viendra ici et qui va travailler avec un artiste haïtien, Marcin Denis, qui va travailler avec Dansou du Bénin pour faire rencontrer la sculpture et les arts numériques. Et vous allez voir, c'est très beau ce que cela donne en ce thème. Il y a des conférences également qui sont prévues dans ce cadre. Il y a des ateliers de photographie qui sont prévus en faveur des jeunes dans les collèges, des ateliers de mise en scène, de poésie qui sont prévus également dans ce cadre. Il y a le concours national de la chanson francophone. Donc, il y a une série d'activités et la dictée francophone. Je voudrais inviter les uns et les autres à aller sur la page Facebook du Brécal. Donc, cherchez Brécal sur Facebook. Vous allez voir le programme qui est très, très alléchant. Bien ECAL. BRECAL. Donc, allez chercher, vous allez voir, très, très alléchant. Je vous donne l'exemple d'une soirée le 13, une soirée multiculturelle et qui serait une soirée multiculturelle sur le plan vestimentaire, sur le plan culinaire et sur le plan musical. C'est-à-dire qu'on va demander aux acteurs de la francophonie qui sont ici et qui venant de plusieurs pays de venir à cette soirée avec les habits de leur communauté. Et les Français viendront avec les habits des Français, les Béninois viendront avec les habits du Bénin, donc les tenues du Bénin, les Canadiens aussi, ce qui symbolise le Canada, et aussi au niveau des mets, les gens vont amener des mets de leur pays. Peut-être que les Haïtiens vont nous amener le lalo ou le lambi, on ne sait pas. En tout cas, il y aura ces éléments et tout cela, le compas va nous accompagner. Donc c'est une très très belle soirée et il y a aussi des conférences, un certain nombre de conférences, des films. Je veux mentionner par exemple un film, le dernier documentaire, le dernier film de Arnold Antonin, Ainsi parla la mer, et ça va se dérouler à la Focale le 14 mars et à partir de 15 h. Donc nous avons une série d'activités qui vont agrémenter cette quinzaine et tout cela va culminer vers le 20 mars. Le 20 mars, il y aura une soirée de gala qui va être aussi agrémentée de beaucoup de musique et de prix qui sont donnés à deux grandes personnalités pour les distinguer pour leur apport à la francophonie et à la créolité. Personnalité dans le monde intellectuel, artistique, culturel? Oui, dans le monde intellectuel, je ne suis pas encore autorisé à dévoiler les noms. Ça va venir. Donc, il y a sur le plan intellectuel une grande dame d'Haïti que vous aurez l'occasion de découvrir. Et il y a aussi une personnalité française et qui a un lien très fort avec Haïti, qui contribue vraiment à la formation des jeunes haïtiens et qui encore cette année a décidé de venir passer une année sabbatique
pour former des jeunes haïtiens dans le domaine de la sismologie. C'est quand même quelque chose de très très important pour Haïti. Nous avons trouvé important de primer le travail de ce chercheur. Et pour la cérémonie officielle? La cérémonie officielle de lancement, comme je le disais, c'est le 9. Le 9 pour lancer. Et le 20 mars, ce serait la clôture. Clôture. Alors là, ça c'est pour Haïti? Oui, ça c'est pour Haïti. Mais il y a des activités qui se déroulent là. Et même pour Haïti, je peux vous dire que le ministère de la Culture a prévu d'organiser des activités à l'intérieur du pays, dans les 5 départements où il y a les directions départementales, comme l'Ouest, et NIP, le Nord, le Sud-Ouest et le Centre. Et il y a des conférences, des expositions qui sont organisées à ce niveau. Et ça ne vous a pas aussi échappé que je suis en charge de la francophonie dans les Caraïbes et l'Amérique latine. Des activités sont prévues dans plusieurs pays francophones comme Sainte-Lucie, qui est membre de la francophonie, Dominique et également la République dominicaine. Et il y a des activités qui sont prévues en Argentine pour la francophonie. Donc, nous sommes sur cet espace pour ce qui concerne cette région. Mais il y aura une cérémonie officielle sur le plan mondial, si j'ose dire, qui se déroulera à Niamey le 20 mars même. La secrétaire générale de la francophonie, Mme Louise Moshikuyabo, va réunir un certain nombre de chefs d'État pour célébrer les 50 ans de la francophonie à Niamey, le lieu de naissance de la francophonie, pour que cet événement donne le signal de la célébration des 50 ans, parce que la célébration ne se limite pas simplement au 20 mars. La célébration commence véritablement le 20 mars et cela finira au 31 décembre 2020. Donc 2020, c'est l'année de la francophonie. Inscrivez cela dans vos agendas, écrivez partout. 50 ans de la francophonie est partout. La francophonie est un projet d'avenir, c'est un projet d'espoir, et mettez ça partout, écrivez ça sur tous les murs, mettez ça dans tous les agendas, mettez ça sur les t-shirts, écrivez partout que la francophonie, c'est véritablement l'avenir. J'espère que le coronavirus ne va pas entraver tout ça. Hein? J'espère que non, même si j'ai quelques inquiétudes, et lorsque je sais que le coronavirus est déjà dans les Caraïbes. Et cela suscite des inquiétudes et je me réjouis que les autorités, particulièrement politiques, et dans les Caraïbes ont commencé par se mobiliser. Il y a déjà une conférence, une visioconférence entre les chefs d'État et de gouvernement ce week-end. Et vous avez vu aussi que le chef de l'État, le président Jovenel Moïse et des membres de son gouvernement se sont réunis également et ont annoncé un certain nombre de mesures. Donc, ces mesures vont dans le bon sens. Il appartient aussi à la population d'y contribuer, de faire en sorte que le virus ne puisse pas s'installer sur l'île. Sinon, les désordres seront catastrophiques. Et nous ne voulons pas de cela dans la région. Donc, nous demandons qu'on suive les consignes, qu'on se lave les mains régulièrement et que on puisse, lorsqu'on sent qu'il y a des acteurs ou des proches, d'autres personnes qui toussent de façon bizarre et autres, prendre des masques et prendre des masques appropriés, parce qu'il ne suffit pas de mettre un tissu sur le nez pour dire que c'est un masque. Il y a des normes qui sont fixées par l'OMS qui disent que quel type de masque peut permettre d'arrêter tout cela. Et la question de l'hygiène est fondamentale. Il faut que l'on pense à l'hygiène et que sur le plan de l'hygiène et des relations également, à un moment donné, ne pas pouvoir saluer, donner la main, mais saluer de la tête, c'est aussi saluer. Et donc prendre un certain nombre de mesures pour éviter la propagation du virus. Et nous sommes attentifs à cela et d'ailleurs au niveau de l'OIF, nous nous mobilisons depuis Paris et sur toutes les unités hors siège et nous voyons aussi l'évolution des choses, c'est-à-dire effectivement si l'épidémie devait se reprendre
très rapidement, nous serons obligés d'aviser par rapport à certaines manifestations si cela s'imposait. Nous serons bien obligés de les annuler pour éviter la propagation. La francophonie de l'avenir, le thème retenu? Oui, c'est le thème. Oui, c'est ce thème qui est retenu et ce thème vise véritablement à regarder et à repartir aux racines de la francophonie pour faire le bilan, mais aussi et surtout se projeter dans l'avenir. Se projeter dans l'avenir parce que nous voulons véritablement contribuer à la prise en charge des besoins de la jeunesse. La jeunesse, on le dit habituellement, c'est le fer de lance de la société, mais pour la francophonie, la jeunesse est véritablement le carburant fondamental parce que la jeunesse est au cœur du projet francophone et c'est cet amour pour la jeunesse, cet attachement à la jeunesse, ce dévouement pour la jeunesse qui a amené notre secrétaire général à proclamer comme thème de ce cinquantenaire la francophonie de l'avenir. Déjà succès et longue vie à la francophonie. Merci, merci et tout le plaisir a été pour moi de partager quelques idées avec vous au sujet de la francophonie. C'est à nous que revient ce plaisir. Hein. Oui, merci. Alors, vous parlez créole, non? Un tout petit peu? Moi, parler créole. On va dire trop de bagarre en créole. Un peu. Voilà. Oui. Voilà, merci infiniment. Ben, je comprends très bien, mais je m'améliore. Surtout. Je m'améliore. D'accord, déjà. Bon travail, bon succès. À bientôt. Merci, bon bagaille. Voilà. Emmanuel Adjovi, représentant de l'Organisation de la francophonie en Haïti, est directeur du bureau régional pour les pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine, BRECAL. Merci d'avoir été au rendez-vous. Bonne suite de programme. À bientôt.